Bonsoir. Gaza continue de vivre son cauchemar et chaque jour apporte son lot d'horreur. En effet, alors qu'on pensait tous les seuils d'horreur franchis, l'armée sioniste nous surprend par plus d'humanisme et de sauvagerie. Plus rien n'arrête le monstre furieux et sauvage. La semaine dernière, le camp de réfugiés de Jabalia, une école à 50% détruite, un refuge de fortune, est attaqué en pleine nuit par la horde sanguinaire qui a ouvert le feu pêle-mêle sur les enfants, les femmes et les blessés. Même les personnes âgées et handicapées n'y ont pas échappé. Et comme le procédé a très bien fonctionné, alors l'armée de la horde ou de la honte remet ça et prend d'assaut avec l'hôpital El Ahli à Gaza, arrêtant médecins, infirmiers et même les blessés. Personne n'est épargné. Ils pourront dire ainsi que ce sont des prisonniers du Hamas et les exposer complètement dévêtus aux médias comme on expose un trophée de guerre. Et quelle guerre? La plus sale que l'histoire ait connue. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'échiquier international. Alors, l'échiquier international a le plaisir d'accueillir ce soir en présentiel sur le plateau avec nous Miloud Chennoufi, professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Miloud Chennoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'habitude, on est avec vous donc par Skype. Aujourd'hui, vous êtes ici avec nous en chair et en os. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Miloud Chennoufi, on sait très bien que c'est le 74e jour de carnage, de massacre sur Gaza, pas plus tard que la semaine dernière, pour ne pas dire il n'y a même pas 3 jours de cela. C'est un petit peu le camp des réfugiés de Jabalia, une sorte d'école qui a été érigée en refuge où tous les Palestiniens qui se sont déplacés donc, sont venus pour s'abriter, pour se protéger. Et manque de peau, le soir, donc l'armée sioniste rentre et tire sur tout le monde et empêche même les gens de quitter les lieux. Le lendemain, les rescapés découvrent l'horreur. En fait, c'est l'impunité qui caractérise cette guerre depuis le début. Et on en voit encore une illustration. Et les extrêmes auxquels atteignent les forces israéliennes poussent même leurs alliés les plus proches en Europe et en Amérique du Nord, à l'exception des États-Unis, à ne plus pouvoir les défendre sur la scène internationale, puisqu'on a entendu des appels au cessez-le-feu. Nous avons également entendu des représentants occidentaux aux Nations Unies qui, il y a juste 2 ou 3 semaines, continuaient à justifier l'injustifiable, qui se mettent à dire qu'aujourd'hui, cela doit s'arrêter. Mais bien entendu, les actes ne suivent pas les discours, puisque les mêmes États qui appellent à un cessez-le-feu continuent la coopération sécuritaire et militaire, sans laquelle ce génocide n'aurait pas eu lieu. Oui. Alors, comment vous expliquez justement qu'on en arrive à tirer sur les gens comme ça de sang-froid, à prendre d'assaut des écoles où il n'y a pratiquement que des gens qui sont déjà affaiblis et dire que par la suite, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de justifier parce qu'ils ont pris cette habitude de tuer, de passer. On se retrouve aujourd'hui avec le même procédé, avec l'hôpital El Ahli, qui a été donc, on a arrêté les infirmiers, on a arrêté même les blessés. Et on l'a vu par le passé, il y avait des blessés qu'on faisait sortir des ambulances pour les arrêter. Et on est face à quelque chose qui dépasse tout l'entendement. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire que ce qu'on voit arrive réellement et que c'est de la réalité, que ce n'est pas une fiction. Eh bien, vous savez, on parle de plus en plus de génocide. Dans un génocide, vous avez toujours un phénomène de déshumanisation de l'autre, celui qu'on massacre, celui qu'on extermine. Et cette logique-là n'est pas nouvelle. Ce que nous voyons aujourd'hui avait déjà commencé à Dir Yassin en 1948. C'est à peu près l'appel qui a été fait par un leader religieux après la guerre de 1967 à raser la partie arabe, musulmane et chrétienne de Jérusalem. C'est la logique de la colonisation, de l'expropriation, de l'expulsion, de l'assassinat systématique, de la torture qui avait été légalisée en Israël pendant très longtemps. C'est aussi la logique de Sabra et Shatila, c'est la logique de tous les assauts répétitifs sur Gaza. Et il y a quelque chose de très grave qui s'est en plus produit en Israël que je pourrais résumer en
en quelques secondes. Eh bien, il fut un temps où, dans la culture politique, dans le discours politique israélien, il y avait une sorte de déni sur les tendances génocidaires qui ont accompagné la création même de l'État d'Israël et de la politique après 1967. Oui. Il y avait une sorte de scrupule, une sorte de honte. Donc il y a des générations qui ont été élevées dans le déni. Eh bien, même ce déni aujourd'hui a disparu puisque l'appel au meurtre est devenu quelque chose de tout à fait ordinaire et tout à fait acceptable. L'expulsion des Palestiniens, personne n'a plus, si vous voulez, de honte à l'exprimer ouvertement. Oui. Alors, on ajoute à cela l'impunité sur le plan international. Et le résultat, c'est un peu ce que ça nous donne voyons ce genre de tir à bout portant et de sang-froid, parce qu'on sait de toute façon qu'on ne sera pas poursuivi et qu'on peut faire plus. Alors, il y a quand même une sorte de parallèle à faire, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles, et tant qu'à faire, autant bien les faire. Lorsque il y avait le Conseil de sécurité dernièrement pour voter l'article 99, tout le monde a voté à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas eu d'abstention. Et même les soutiens classiques d'Israël avaient voté contre, pour bien sûr la Grande-Bretagne, la France, l'Australie, le Canada, juste l'Amérique. Alors aujourd'hui, il y a dans ce qu'on appelle ce détroit de la mer Rouge, le passage des navires, qui est attaqué de manière continuelle par les Houthis, les Yéménites. Et là, le secrétaire américain à la Défense dit qu'il veut absolument réagir pour que cela s'arrête. Il veut même faire une sorte de coalition avec certains pays pour mettre un terme. Alors la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises en l'espace de 48 heures entre la prise de décision et la coalition qui sera mise en place pour justement, même un destroyer, je crois, qui est en train de bouger pour aller vers la mer Rouge. Et la latence avec laquelle la question, ou le cessez-le-feu sur Gaza, on est dans deux mondes complètement parallèles, je veux dire. Quel commentaire, quelle lecture peut-on faire de tout ça? Le deux poids, deux mesures que vous voyez ici procèdent de la même matrice. C'est la même matrice qui génère la position des Américains quant à la question palestinienne aujourd'hui. La même matrice génère la rapidité avec laquelle les Américains semblent réagir à ce qui se passe dans la mer Rouge. En fait, alors, en quoi consiste cette matrice-là? Eh bien, c'est tout simplement un massacre à huis clos. Oui. Il est absolument nécessaire qu'aucune forme d'expansion ou de détournement du conflit vers un nouveau théâtre doit être contenu. Donc, si vous voulez, pour que Israël continue à faire ce qu'il fait à Gaza, mais également que les colons fassent ce qu'ils font dans la Cisjordanie, il est nécessaire que les choses restent confinées dans ces territoires-là. Qui ne débordent pas sur des régions limitrophes qui pourraient être dangereuses. Exactement. Et ce que les Houthis ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, il est de nature économique. Et bien entendu, si le commerce international, à cause de l'importance des voies maritimes dans la mer Rouge, est perturbé, que les prix commencent à augmenter, que l'économie mondiale est perturbée encore plus qu'elle l'est déjà, eh bien, il y aura un peu plus d'acteurs, y compris aux États-Unis, qui vont dire peut-être que c'est le moment de faire un geste, de faire quelque chose sur la question palestinienne ou sur le massacre qui se déroule à Gaza. D'où la rapidité avec laquelle les Américains ont réagi. En fait, la coalition existe. Plusieurs pays ont décidé d'envoyer des bâtiments de guerre, y compris, un peu surprenant, mais c'est le cas, l'Inde. Qui est maintenant prête à participer à cela. Est-ce que cela va marcher? C'est une autre question. Voilà. Oui. Justement, est-ce que cela va marcher? On va le voir, parce que de toute façon, les Houthis, on va le faire entre guillemets, monsieur Chenoufi, parce que les Houthis, en fait, ce sont les Yéménites, parce qu'il n'est pas dit que tous ceux qui sont en train de tirer, ils sont signés sur leurs bras, les Houthis. Ce sont tout simplement les Yéménites. Et des fois, il est très, très difficile, ou il est important de faire justement cette précision, parce qu'on a l'impression que tous les autres Yéménites sont d'accord pour ce qui se passe et n'arrivent à rien à faire, mais c'est les Houthis qui prennent le dessus. Alors que ce n'est pas le cas. Ce sont les Yéménites. Et les Yéménites sont connus pour être justement de grands partisans de la cause palestinienne. Alors, il y a eu cette menace, il y a eu le fait que, bon, il va y avoir un destroyer, donc un navire de guerre.
Mais les Houthis sont restés campés sur leur position en disant que nous, de toute façon, ramenez tout votre armada militaire, on ne cessera pas de tirer jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu sur Gaza. C'est-à-dire que finalement, une petite entité, le Yémen, qui a été pendant longtemps, donc qui a subi la guerre, par l'Arabie Saoudite et les conseils du CCG, du Golfe. Donc, c'est lui, finalement, qui tient tête aujourd'hui à la seule puissance qui, aujourd'hui, soutient l'entité sioniste. Finalement, c'est un petit peu paradoxal. Comment on peut dire? C'est-à-dire que, finalement, écoutez, cette superpuissance la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu triste, que le Yémen, l'un des pays les plus pauvres au monde, ce sont les seuls, au bord de la famine à un moment donné. Ce sont les seuls qui essayent de desserrer les taux sur Gaza. Effectivement, sur le plan diplomatique, les pays arabes, les pays membres de la Ligue arabe essayent de faire quelque chose. C'est très peu comparé à l'ampleur du malheur à Gaza. Donc on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas en fait un front uni et ferme dans le monde arabe pour que justement ces hostilités cessent. C'est ce que nous montrent les Yéménites aujourd'hui, qui sont encore une fois les seuls à le faire. C'est un petit peu la fourmi qui défie un petit peu l'éléphant, parce que de toute façon, on pensait qu'on ne pouvait rien faire contre les États-Unis. Et voilà qu'un tout petit pays qui sort de l'abîme, eh ben, il montre quand même qu'il est en train d'occasionner des dégâts énormes sur le plan commercial et économique. Il y a toute une panoplie de mesures qui auraient pu être prises. Vous avez la question des relations diplomatiques qui ont été normalisées. On peut toujours lever la normalisation. Et c'est important. Pourquoi? Parce que la stratégie d'Israël depuis les années 90, lorsque les gouvernements fermement opposés au processus de paix ont été formés, leur stratégie était d'utiliser une violence aveugle, systématique contre les Palestiniens, mais en parallèle, leur stratégie aussi était de liquider la question palestinienne par la normalisation des relations diplomatiques avec les États arabes sur un plan bilatéral. Donc c'est une carte qui est entre les mains des États qui ont normalisé et qui auraient pu dire, eh bien, cette normalisation est caduque. C'est un prix diplomatique fort que nous allons faire payer aux Israéliens. Il y a d'autres moyens aussi de faire. Regardez, tous les investissements qui sont dans les entreprises du complexe militaro-industriel américain. Là aussi, c'est un levier d'influence qui aurait pu être utilisé. Actionné, Voilà, l'approvisionnement en matériel militaire, etc. Là aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de la participation directe à la guerre, il y avait toute une série de possibilités pour expliquer aux États-Unis qu'il y a un prix à payer. Voilà. Et malheureusement, cette stratégie-là n'est pas suivie, ce qui ajoute au sentiment d'impunité en Israël et au sentiment d'omniscience et d'omnipotence des Américains dans leur soutien inconditionnel à cette Très bien. Alors, M. Chenoufi, vous avez parlé d'un point très important, puisqu'il y a effectivement plusieurs leviers à actionner si la volonté existait. Alors, est-ce que c'est une question de volonté réellement politique, parce qu'on peut très bien le faire, il n'y a rien qui empêche. Mais aucun de ces leviers, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, n'a été justement actionné par ces pays qui pouvaient le faire. Cela veut dire que quelque part, il y a ce qu'on appelle cette complicité morale avec l'entité sioniste. Regardez, elle y est. Qui rajoute un petit peu à la boue. Le génocide, sur le plan strictement pénal. Si demain on devait traduire en justice ceux qui ont perpétré ce génocide, ce sont les Israéliens, on le sait. Maintenant, si on envisage la question du point de vue moral, eh bien, tous ceux qui ont permis à ce génocide d'avoir lieu, d'être perpétré, tous ceux qui pouvaient mais n'ont pas participé à y mettre un terme, portent une responsabilité morale indéniable. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, Gaza, on parlait souvent de Gaza, prison à ciel ouvert, Gaza, après on disait Gaza, c'est un cimetière à ciel ouvert. On a quand même dans les pratiques sionistes, de l'armée sioniste, il y a toujours ce procédé de toujours tirer à bout portant, tirer de sang-froid. Et on l'a vu avec Sabra Shatila. Et
on se pose la question, est-ce que Gaza n'est pas devenu un autre Sabra et Shatila, si ce n'est pire, parce que peut-être multiplié par 10, vu que même les hôpitaux, on tire sur les bébés, on tire sur tout le monde, on tire sur les ambulances, il n'y a pas de distinction, puisque de toute façon, tout est permis pour l'État sioniste. Le parallèle est tout à fait légitime. Si on prend la peine de préciser, comme vous l'avez fait, que l'échelle est beaucoup plus élevée. Parce que la destruction de la vie humaine est beaucoup plus importante. Oui. Nous parlons de entre 1500 et 3000 à Sabra et Shatila. Oui. Nous avons dépassé les 20 000 à Gaza, sans compter ceux qui sont en train d'être tués, ceux qui sont en train d'être chassés de chez eux en Cisjordanie. Il y a aussi la destruction de l'infrastructure, ce qui ne s'est pas produit à Sabra et Shatila. Là, on a détruit les maisons, on a détruit les écoles, on a détruit les hôpitaux, etc. Mais ce qui est important ici, c'est que vous savez, chaque génocide a sa spécificité. Entre ceux qui se sont produits pendant la Première Guerre mondiale, ceux qui se sont produits dans la Deuxième Guerre mondiale, le génocide au Rwanda, le génocide en Bosnie, chacun a ses spécificités. La spécificité du génocide des Palestiniens, c'est qu'il s'est historiquement déroulé par paliers. C'est-à-dire qu'il a lieu depuis 1948, oui. Il est motivé par une idéologie, donc le sionisme, qui est aussi un colonialisme de peuplement, qui, du point de vue normatif, est génocidaire. Nous l'avons vécu ici en Algérie. Il est automatiquement génocidaire. Et comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait par paliers. Vous avez le premier palier a eu lieu en 1948, pendant la conquête, et ensuite en 1967. Il se déroule également à travers la colonisation, parce que la colonisation signifie nettoyage ethnique, automatiquement. Oui. Et puis, vous avez, donc à chaque fois qu'il y a un assaut, une guerre, vous avez une partie de la population qui est massacrée. Décimée. Et la définition du génocide, selon l'ONU, c'est qu'une population est massacrée en entier ou partiellement à cause de son appartenance ethnique ou religieuse ou linguistique. Et cela s'applique parfaitement aux Palestiniens. Et je crois qu'il y a tout à Gaza, et l'ethnique, et le religieux, et le reste. Et bien sûr, la haine de tout ce qui est palestinien. Alors, il y a un aspect qui est en train de faire un petit peu le tour des réseaux sociaux depuis quelques temps. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est dit de façon très claire, si ce n'est qu'il y a 2 jours de cela, je crois que ça a été critiqué, ça a été vu. Il y a des Français, comme il y a des Italiens, qui vont donc troquer leur costume civil contre un treillis pour aller combattre à Gaza. Alors, une sorte de tourisme militaire. Après, on se dit, après 2 semaines, après avoir tué je ne sais pas combien de Palestiniens, on rentre chez nous, on reprend notre costume, on va travailler tranquillement au bureau comme un gentil citoyen. Alors que ce sont des criminels de guerre et que si ce procédé s'est fait ailleurs, eh ben, ces gens-là seraient en prison. Et on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu avec l'Irak, on l'a vu avec les Afghans, qui sont donc ceux qui sont partis combattre en Afghanistan. Comment peut-on expliquer ça? Et ça se fait de manière, je veux dire, flagrante. Ce sont des appels lancés par des soldats sur le terrain qui disent « Venez, les Italiens, venez combattre avec votre peuple ». Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Max Blumenthal. Max Blumenthal est un citoyen juif américain qui est pro-palestinien, antisioniste. Et pendant l'émergence de Daesh, il disait qu'il y a 2 Daesh au Moyen-Orient. Il y a celui dont tout le monde parle. Que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Puis vous avez le Daesh israélien. Et la logique est exactement la même. C'est-à-dire qu'on va faire croire à des communautés qui partagent la même appartenance religieuse qu'il s'agit d'un combat existentiel auquel il faut participer. Pour d'autres, on les convainc par un discours messianique. C'est exactement la même logique que celle de Daesh. Pour Daesh, vous avez des lois qui ont été votées pratiquement partout dans le monde qui pénalisent très sévèrement les ressortissants qui décident d'aller combattre pour le compte de Daesh. Ces mêmes lois auraient pu s'appliquer à ces citoyens-là, surtout s'ils commettent. Mais on ne peut pas parler de cet aspect-là sans évoquer l'Afrique du Sud. C'est le seul pays qui a récemment dit qu'il qu'il risque de poursuivre en justice ces ressortissants qui décident d'aller combattre dans l'armée israélienne. Je voudrais ajouter un autre point. Bien avant cette guerre, vous savez, il y a des soldats
israéliens qui, après avoir participé à des opérations, se rendent compte de dans quelle horreur ils ont été attirés et décident de devenir des militants contre cette politique-là. Oui. Il y en a au Canada. Oui. Il y en a au Canada, c'est des objecteurs de conscience qui essaient d'expliquer que, en fait, ils ont été trompés. C'est une minorité, mais elle existe et il est nécessaire de la souligner. Mais leur voix est étouffée. Absolument. Justement, alors pour revenir un petit peu, est-ce qu'on ne se dit pas que Gaza finalement a été sacrifié à l'autel des intérêts de ce nouveau monde dont on parle de plus en plus en ce moment? Oui. En fait, c'est clair que la logique qui a présidé à la dynamique autour de la question palestinienne ces 10-15 dernières années, en fait, depuis l'effondrement du processus de paix à Camp David en 2000, était que, voilà, tout le monde, il y a une sorte de consensus pour abandonner les Palestiniens. Et à un point tel que Jake Sullivan, qui est donc le conseiller à la sécurité nationale de Biden, voilà, disait la semaine avant le début des hostilités que le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme durant les 20 dernières années. Maintenant, il est important de comprendre qu'est-ce que ça signifie dans ce discours, le calme. Le calme signifie la poursuite de la colonisation, la poursuite de la construction des colonies, la poursuite de la dépossession, les Palestiniens qui meurent sur une base régulière, tout cela n'est pas grave. Et ce qui a fini par convaincre le monde entier que effectivement la cause palestinienne peut être sacrifiée, c'est vraiment la normalisation qui s'est produite il y a 2 ans. C'est un petit peu le coup de grâce à la cause palestinienne à un moment donné. Elle était, en fait, le coup de grâce devait être définitif si l'Arabie saoudite avait accepté la normalisation. On était à 2 doigts, M. Chenoufi. C'est ce qu'on dit. Enfin, moi, j'ai des doutes à ce propos parce que, vous savez, les Saoudiens, depuis le début des années 80, disent qu'on est prêt à normaliser. Nous ne ferons pas la guerre contre Israël, mais il faut que, dans tout accord, que la question palestinienne et la création d'un État palestinien fasse partie de l'ordre du jour. Et en fait, le processus de paix des années 90 était basé sur cette idée-là. Donc voilà. Oui, très bien. Alors, comme il ne nous reste que 2 minutes, je vous laisse, M. Chenoufi, dire ou avoir le mot de la fin sur cette guerre sur Gaza. Parce qu'on ne voit pas vraiment la fin, parce qu'il y a donc des informations qui disent que, d'ailleurs, c'est déclaré, que la guerre va se poursuivre encore quelques mois, alors que d'autres disent qu'il y a réellement des négociations dans les coulisses, parce qu'Israël aussi n'en peut plus de cette guerre. Effectivement, mais vous savez... De la pression, bien sûr. Vous savez, Netanyahou lui-même, son avenir politique dépend de la poursuite de la guerre. C'est une fuite en avant pour échapper à son sort politique. Et alors, cette fuite en avant est basée sur une idée qui est très répandue dans la classe politique israélienne, à savoir que la solution à la question palestinienne, c'est toujours plus de violence, plus d'expulsion des Palestiniens, une nouvelle, un Nakba, etc. C'est ce qui permet aux choses de continuer. Mais vous avez de la pression qui vient d'autres régions de la société israélienne, notamment les familles des otages. Vous savez, ces otages-là, bien sûr, quand on parle des otages israéliens, il ne faut jamais oublier les otages palestiniens, parce que ce sont des otages autant que les autres. Eh bien, quand on voit la réalité, c'est que les seuls qui ont été libérés, ils l'ont été à travers des négociations. Donc il y a de la pression qui vient par là. Mais il ne faut pas espérer grand-chose pour, si vous voulez, le soulagement des Palestiniens. Aussi triste que cela puisse le paraître, ils vont malheureusement continuer à payer le prix d'une punition que le monde entier a décidé de leur infliger. Oui, de leur infliger en silence, en tous les cas, devant beaucoup d'impuissance. Merci beaucoup, Monsieur Chenoufi Miloud. Vous êtes professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Vous étiez avec nous en direct pour cet éclairage donc très pertinent. Merci également à nos téléspectateurs. Mais juste avant de conclure, j'aimerais donner les noms de ces détenus en Cisjordanie qui sont morts en prison. Et je sais que ce ne sont pas les seuls, mais ce sont ceux qui me sont parvenus. Et donc, je me suis fait la promesse de les donner. Omar Dalarmé de Touba, Arafat Hamdan de Ramallah,
Majid Zarloul de Gaza. Le quatrième est un nom inconnu, Abdurrahman Mar de Chalfit et Tahar Abou Asad de Qalqiya. Donc, paix à leur âme. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.